Exactement 17h37 minutes. Nous avons avec nous Sami Haroun, professeur spécialiste du Proche et du Moyen-Orient à l'Université de Sherbrooke. Bon après-midi, professeur Sami Haroun. À vous pareillement, merci pour l'invitation. Ça va bien, professeur? Oui, pas mal, merci beaucoup. Bon, alors, je ne sais pas lorsqu'on s'est laissé avant l'été ou au début de l'été, et on croyait, moi je croyais que au retour, qu'on aurait terminé avec cette guerre entre Israël et le Hamas. Non, il me semble que on ne sait vraiment pas quand cette guerre va finalement arrêter. Oui, vous avez bien raison d'être un peu pessimiste sur ce point. On voit du côté israélien, ils essayent, M. Netanyahou et ses radicaux avec lui au gouvernement, de profiter d'un rapport de force qui est en leur faveur. D'un côté, qu'ils soient dans les alentours et le voisinage d'Israël, ils ont eu raison contre le Hezbollah, qui est, comme vous le savez bien, une faction loyale et organiquement liée avec l'Iran. Après, il y a eu la chute du régime Assad en Syrie, qui aussi était vraiment liée avec la stratégie iranienne. Encore, on voit avec le Hajj al-Sha'bi en Irak, Israël a pu, avec les États-Unis toujours, de le repousser et de le rendre un peu presque hors le combat. Et on a vu dans les derniers jours au Yémen une frappe israélienne avec certainement une technologie supérieure, très avancée, avec des renseignements, allait presque éradiquer le gouvernement Houthi. Et en juin dernier, on a vu que les Israéliens, comme ils le disent, ils ont frappé fort l'Iran et ils ont presque détruit au moins ce qu'on voit, le système nucléaire et aussi les défenses iraniennes. Alors, sur ce point, M. Netanyahu, semble-t-il, il a l'illusion ou il veut poursuivre d'imposer son dictat sur la guerre de Gaza sur le Hamas. Le Hamas, de son côté, essaye par tous les moyens d'aller reprendre un certain rapport de force, un rapport qui pourrait l'aider à survivre en tant qu'organisme, mais aussi il est loin certainement des objectifs que le Hamas a affichés le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, Gaza maintenant est dans une souffrance. Il y a beaucoup de crimes de guerre, crimes contre le droit humanitaire, et le Hamas cherche sa propre survie, certainement. Et il se peut, si jamais M. Netanyahou, contre l'avis même de plusieurs de ses généraux, rentrer à Gaza avec des destructions massives, et pratiquement le Hamas pourrait avoir quand même, dans des embuscades, dans une guerre de guérilla, faire mal à l'armée israélienne. Mais professeur, on n'a pas dit, on parle comme si Israël était seul dans cette guerre. Israël a un allié indéfectible et j'ai moi-même l'impression que la plupart des démarches qui sont faites aux États-Unis avec le président Trump qui est toujours en conférence à présenter un nouveau projet et un autre projet et un autre projet. Pendant tout ce temps, on ne parle pas de cette guerre. On permet à Israël, du côté des Américains, on permet à Israël, en lui fournissant des armes, de faire ce que Benjamin Netanyahou veut faire, c'est-à-dire un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Oui, c'est un très bon point. D'ailleurs, c'est une illusion de croire que l'armée israélienne a sa propre autonomie hors la stratégie américaine. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un secret que l'armée israélienne est pratiquement est un maillon, est une faction, même si je me permets, dans la grande stratégie américaine. Et en ce sens, Israël prétend qu'il est en train de faire par procuration américaine ce qu'elle a à faire dans cette région du Moyen-Orient.
Et l'autre point qui est important, oui, l'administration Trump a manqué à son engagement moral, puisque jusqu'à maintenant, M. Trump n'a pas prononcé, n'a pas montré aucune sympathie avec la solution à deux États. Donc, l'idée que la solution la plus acceptable dans le monde et dans le monde arabe et dans même les grandes démocraties libérales occidentales, c'est de créer un État palestinien à côté de l'État israélien. Sur ce point, on voit que l'administration Trump va ailleurs. On a vu dans les dernières heures les révélations sur le plan de Riviera Moyen-Orient et on voit très bien que le gendre de M. Trump, M. Jared Kushner, qui a essayé en 2020 de contourner l'approbation palestinienne, le rêve palestinien d'avoir un État, et il a créé ce qu'on appelle l'entente du siècle, the deal of the century. Et aussi, M. Trump a poussé, ce qui est quand même pas mal, à signer des accords, les accords d'Abraham entre les Émirats arabes unis et Israël, en contournant justement l'autorité palestinienne. C'est un scénario que les Américains essayent d'appliquer pour le moment contre l'avis des grandes alliances des États-Unis, les Européens, la France, l'Allemagne, le Canada, qui veulent reconnaître, et il faut l'espérer dans quelques 3 semaines, une avalanche, je dirais, de reconnaissance de l'État palestinien par des pays occidentaux qu'on n'a jamais soupçonné qu'ils sont des ennemis d'Israël, mais qui sont maintenant en train de revoir une certaine harmonie entre leurs propres valeurs démocratiques, libérales, humanistes et ce qui arrive dans cette guerre à Gaza. Alors, professeur, voilà une question vraiment qui touche vraiment tout ce qui reste, tout ce qu'on pourrait dire. D'abord, vous avez ces pays de la région qui sont traditionnellement en faveur d'une solution à deux États. Ces monarchies ne pipent mot. Au contraire, vous avez dit il y a des ententes, l'accord d'Abraham, n'est-ce pas, qui permet de remettre les relations avec Israël, avec certaines grandes monarchies, n'est-ce pas, au goût du jour. Et parallèlement, vous avez un projet de la construction d'une Riviera, n'est-ce pas, qui va changer la donne. Et puis, troisièmement, vous avez ces États traditionnellement proches d'Israël qui vont reconnaître, mais qui vont reconnaître quel État palestinien s'il n'existe plus la Palestine? Ah, vous avez raison, c'est ce qui est le plus tragique. Le gouvernement Netanyahou, avec les radicaux sionistes religieux, sont en train d'anéantir, d'enterrer le rêve palestinien d'avoir son État. On voit à Gaza, certainement c'est plus évident, et il y a une évacuation qui serait forcée pour les Gazaouis. Heureusement que l'Égypte a bloqué une déportation israélienne des Gazaouis dans le désert du Sinaï ou vers l'Égypte, mais ce qui se fait encore, c'est quand même assez clair que ce sont des massacres en boucle. Maintenant, Cisjordanie, la politique israélienne radicale aussi est en train de démanteler la question de Cisjordanie. Ils ont quand même fermé des camps palestiniens. Ils sont en train de redessiner les zones d'influence et pour imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, ce qui met enfin la fin des accords d'Oslo et certainement l'idée d'une autonomie palestinienne ou d'un État palestinien. Maintenant, pour les Arabes, c'est clair que la cause palestinienne est toujours une cause sacrée. C'est la seule cause qui pourrait mobiliser tous les Arabes, même tous les musulmans, je dirais, et les Moyen-Orientaux, que cette affaire n'est pas négociable. Mais à vrai dire, entre cet idéal de sacralité de la cause et les réalités moyen-orientales, on voit que les pays du Golfe arabe, Arabie saoudite, Émirats, autres,
sont maintenant plus axés sur leur propre survie économique après l'ère pétrolière. Ils sont plus allés dans des alliances et d'ouvrir un peu leur marché, et même avec des idées futuristes. À Dubaï, les îles artificielles, Dubaï qui cherche, et avec certainement les accords de paix avec Israël, d'aller dans la technologie avancée, dans la pharmaceutique et dans d'autres. Les Saoudiens eux-mêmes avaient toujours dans le néum et autres. Mais aussi, il y a une perception dans ces pays arabes, ou les pouvoirs au moins, arabes sunnites particulièrement, que le 7 octobre a été un coup mandaté, pensé, réfléchi par l'Iran. Et ils ont vu que le Hamas a serré les coulées avec l'Iran. Ils ont fait une alliance islamo-chiite sunnite. Et sur ce point, le Hamas, comme est sorti contre la volonté de l'autorité palestinienne et contre les politiques de ces pouvoirs arabes sunnites, qu'il soit l'Égypte, la Jordanie et autres sans les nommer. C'est pourquoi il y a cette perception que le 7 octobre était un coup plutôt en faveur de l'agenda iranien et non pas pour la noble cause qui est la cause palestinienne. Ça, c'est un différent et qui est, je dirais, toujours dans la prise de décision. Ce qu'on voit en Syrie, je vous donne un exemple. En Syrie, aujourd'hui, c'est un pouvoir islamiste, radical, et qui est venu sur, quand même sur les vestiges de régime Assad. Mais ce même régime islamiste qui supposément devrait être pro-Hamas ou avec les frères musulmans, tout à fait le contraire. C'est un islamisme anti-frères musulmans ou à peu près, et contre le Hamas particulièrement. Et le régime est plus préoccupé à rebâtir la Syrie comme il la pense ou comme il la peut-être cherche dans ses propres façons de faire. Et c'est pourquoi on voit de plus en plus cette Syrie est plus préoccupée par elle-même, par sa survie, par sa sécurité, ainsi dire pour le Liban, ainsi dire pour d'autres pays dans la région, ce qui signifie que le Hamas a fait un coup quand même assez impressionnant au niveau spectaculaire dans le coup de 7 octobre, mais avec des grands objectifs. Mais pratiquement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt, il y a un succès du Hamas, on le voit, la carte palestinienne est maintenant sur les tables. Aujourd'hui, il y a, comme je disais, une avalanche de reconnaissance de l'État palestinien. Ce sont les aspects positifs. Mais les aspects négatifs, c'est-à-dire, vraiment, c'est une guerre qui est fatale pour le peuple gazaoui. Dernière question, professeur, pour parler de ce projet fou de Donald Trump. Mais comment réussir ce projet-là avec les offres ridicules qui sont faites aux gens de la région, de la bande de Gaza pour quitter? On va offrir des $1,000, des $5,000 pour laisser sa terre et tout ça. Et il semble qu'il y ait quand même une certaine retenue de la part des pays de la région à accepter ou à faciliter ce nettoyage ethnique. Donc, probablement que la seule solution, c'est d'en finir avec la population, parce qu'on parle d'au-delà de 50-60 000, et lorsqu'on dépasse ce nombre-là, on ne comptera plus de personnes tuées dans cette guerre. Oui, c'est très malheureux, comme vous dites. De un, pour ce plan Trump, il faut retenir qu'il est basé sur un point qui va être son point d'achoppement, c'est-à-dire que Gaza est un projet immobilier. Et cela n'a pas de sens parce que le projet qui devrait être, c'est comment répondre à créer une identité palestinienne et respecter les droits qui sont quand même irréversibles des Palestiniens pour créer leur propre État. C'est un point. Maintenant, dans ce plan, il y a deux principes qui pourraient être, je dirais, séducteurs, c'est-à-dire la reconstruction. C'est impératif de reconstruire Gaza. Il faut reconstruire Gaza. Mais et aussi la déradicalisation de Gaza
et donc faire sortir le Hamas de la gouvernance de Gaza sont deux points, je crois, acceptés par les pays arabes, par l'autorité palestinienne. Ce qui n'est pas accepté, que cela se fait sans la participation directe de l'Organisation de libération de la Palestine, le seul organisme légitime et palestinien et qui représente les intérêts palestiniens. Ça, c'est le point. Deuxième point, comme vous dites si bien, c'est farfelu et hollywoodien, et c'est en ce sens que, comme je disais au début, que Trump ne se prononce pas sur la solution à deux États, et cela va être rejeté totalement, même avec les alliés de Trump. Dans ce plan, il y a quand même une façon de séduire. Pourquoi? Parce qu'il y a Tony Blair, il y a Jared Kushner, qui ont de bonnes amitiés avec les pays du Golfe, avec les grands investisseurs dans la région. Et c'est pourquoi il y a une autoroute qui va être faite, au moins, je dirais, de façon fictive, quand même, une autoroute au nom du prince héritier saoudien MBS, Mohammed bin Salman. Et aussi, ce projet sonne bien dans ces pays comme les Émirats, qui ont un projet pareil, et comme le Neom, comme je disais, comme les villes aussi artificielles à Dubaï. Alors, pratiquement, ça, c'est un point à voir. Mais ce qui va manquer, l'approbation des Palestiniens, on ne va pas l'avoir facilement. Et aussi, Gaza, certainement, est un passage important, une façade sur la Méditerranée, un passage vers l'Égypte, vers le Proche-Orient, importante à sauver ou à considérer. Sami Haroun, professeur spécialiste du Proche et du Moyen-Orient à l'Université de Sherbrooke, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, professeur, cet après-midi. Merci à vous, Monsieur Pierre. Merci, au revoir.